1961. Le Royaume-Uni rejoint la communauté économique européenne après avoir vu plusieurs de ses candidatures être rejetées. Et pour cause, le pays devient le 7e membre d'une Europe qui s'est jusqu'ici toujours construite à 6, et dont le continent a toujours été l'axe central. Le Royaume-Uni, lui, est toujours tourné vers le reste du monde. Le Commonwealth reste sa priorité. Il y exporte et en importe bien plus de marchandises qu'il ne le fait avec la CE. Et de même, le pays reste le meilleur ami des États-Unis en Europe. Cette ambiguïté, être tourné vers le reste du monde sans pour autant ignorer la politique européenne, n'est pas nouvelle pour le pays. Celle-ci découle de son histoire où, pour plusieurs raisons, l'Angleterre s'est retranchée sur son île, abandonnant tout espoir de fonder un empire continental, et s'est plutôt tournée vers les océans, le commerce mondial et la colonisation, jusqu'à surpasser tous ses rivaux dans ces domaines. Avec cette série de 2 vidéos, on retracera toute l'histoire anglaise, de la fin de la guerre de 100 ans jusqu'à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on parlera de la première moitié de cette histoire, de comment les Anglais ont progressivement abandonné le continent avant de se tourner vers les océans et de dominer ceux-ci. « 1453. La France reconquiert la Guyenne, le dernier grand territoire anglais sur le continent. La guerre de 100 ans a appauvri la paysannerie par la fiscalité et la perquisition de vivres et de matériel nécessaires au conflit. Certains grands seigneurs y ont également beaucoup perdu, tandis que le commerce maritime a été largement troublé par la destruction de certains ports et les raids français sur les côtes. Ne reste alors au roi Henri VI que l'exclave de Calais et le titre fantôme de roi de France. La royauté en ressort discréditée, d'autant plus que la dynastie au pouvoir, les Lancastre, s'était emparée de la couronne par un coup d'État, il y a à peine plus de 50 ans. Cette instabilité mène même au pillage de Londres par une révolte populaire en 1450. La situation ne s'arrange pas alors qu'Henri VI commence à présenter des signes de maladie mentale après la perte de Bordeaux, et qu'une partie de la noblesse se regroupe autour du riche cousin du roi, le duc Richard Plantagenet d'York, dont le sang et les compétences font un excellent candidat au trône anglais. La rivalité entre la faction du roi et celle du duc d'York se transforme bientôt en conflit armé, si bien que les seconds s'emparent de Londres dès 1460, avant de faire couronner le fils du duc sous le nom d'Édouard IV. 10 ans plus tard, une foule de nobles mécontents réinstalle Henri VI sur le trône, mais cette tentative échoue face à une alliance entre les York et le duc de Bourgogne. Les conflits ne s'arrêtent toutefois pas là, et de nouvelles conspirations mènent à l'arrivée au pouvoir des Tudors, avec le couronnement du demi-frère d'Henri VI en 1485. C'est cette nouvelle dynastie, illégitime mais vainqueur, qui dirige le pays pendant le siècle qui suit. Et c'est avec elle que l'Angleterre s'engage dans la course aux Indes, lorsqu'en 1495, l'explorateur Jean Cabot reçoit l'aval du roi Henri VII pour traverser l'Atlantique vers l'ouest, à la recherche d'un passage pour l'Asie. Ainsi, alors que les Anglais se rapprochent diplomatiquement de l'Espagne et se disputent avec la France, leurs navires découvrent pour la première fois une partie du Nouveau Monde, en explorant le sud de Terre-Neuve jusqu'à la rive nord du Saint-Laurent. Le règne d'Henri VII permet aussi l'enrichissement de la monarchie anglaise. Le revenu royal triple par la mise en place de droits de douane, qui profitent de la reprise du commerce, et par l'agrandissement du domaine royal, qui profite des guerres civiles pour accaparer les terres des nobles indociles. Le roi affirme aussi son indépendance en convoquant peu souvent le Parlement, en mettant en place une petite flotte et en recrutant une garde personnelle. L'Angleterre est alors une puissance secondaire en Europe, mais Henri VII profite de ses talents diplomatiques pour peser malgré tout sur le continent. Il se rapproche alors de l'Espagne en contractant des mariages, fait la paix avec l'Écosse et normalise ses relations avec la France. Si bien qu'à sa mort, en 1509, son royaume est riche et respecté en Europe. Il revient alors à son fils, Henri VIII, la tâche de faire fructifier cet héritage. Henri VIII n'a que 23 ans lorsqu'il hérite du royaume. Jeune homme enjoué, complice et dépensier, il se différencie en tout point de son père. En bon prince de la Renaissance,
il est cultivé, polyglotte et athlétique, mais aussi un bon chrétien, pour l'heure très fidèle au pape. En ce sens, l'Angleterre déclare la guerre à la France dès 1512 avec le soutien du pontife, qui lève une ligue pour fermer les portes de l'Italie à celle-ci. La guerre est de courte durée et les Anglais s'imposent sans mal, s'emparant même de Tournai, tandis qu'ils écrasent une armée écossaise venue honorer l'Old Alliance au nord de l'Angleterre. Le roi s'oppose aussi vigoureusement à la réforme de Martin Luther, si bien que le pape, Léon X, lui octroie le titre de défenseur de la foi. En parallèle, il rencontre à plusieurs reprises François Ier, roi de France, et Charles Quint, roi d'Espagne, et d'une multitude d'autres territoires, afin de renforcer la paix et de tisser des alliances. Malgré tout, la paix de courte durée et l'Angleterre se rallient aux Espagnols pour affronter la France dès 1523. Mais l'événement le plus important ne concerne pas l'un de ces conflits. C'est à l'intérieur que celui-ci se déroule. Henri VIII souhaite avoir un fils, mais sa femme, Catherine d'Aragon, a 42 ans et ne lui a offert qu'une fille. Ça pose problème parce que personne ne veut d'une femme sur le trône anglais à cette époque, bien que rien n'interdise dans la loi. Ainsi, le roi cherche à divorcer, mais il doit pour ça recevoir l'autorisation du pape, ce qu'il ne peut obtenir sans raison théologique. Toutes les universités d'Europe occidentale se penchent alors sur la question. Peut-on annuler le mariage d'Henri VIII? Les Français soutiennent que oui, notamment parce que cela permettrait de briser les liens qui unissent l'Angleterre à l'Espagne, et les universités anglaises et italiennes semblent se ranger du même côté, tandis que les universités espagnoles s'y opposent. Tout ce débat est théologique et on va pas s'y attarder ici. Mais quoi qu'il en soit, le pape s'oppose à ce divorce. Le bon prince catholique, qui a toujours été le meilleur défenseur de sa foi, est donc forcé de s'en séparer s'il souhaite avoir une descendance. Il convoque le Parlement dès 1529. Celui-ci reconnaît le roi comme seul protecteur et chef de son église et annule certains impôts auparavant dus au pape par le clergé anglais. Ce à quoi le pontife répond en excommuniant le souverain. L'Angleterre s'engage alors petit à petit dans la fondation de sa propre église protestante, l'anglicanisme, tandis qu'Henri VIII, par son divorce, se met à dos Charles Quint, ce qui arrange bien les affaires françaises. Se revendiquant toujours comme catholique, mais sans reconnaître le pape comme souverain de la chrétienté, le roi s'éloigne malgré tout de plus en plus de ce courant. Il fait clôturer tous les monastères de son territoire, en extorque les biens et les revend, ce qui mène à une augmentation très importante des revenus royaux. Il accepte aussi la traduction de la Bible en anglais et s'aligne peu à peu sur les idées luthériennes. Henri VIII en profite d'ailleurs pour divorcer une nouvelle fois. Tout cela passe très mal et plusieurs régions se révoltent, ce qui mène à des centaines d'exécutions. La fin du règne d'Henri VIII est à la fois positive à l'intérieur, puisqu'il profite des rébellions en Irlande pour s'y imposer définitivement et s'y faire nommer roi d'Irlande, de même pour le pays de Galles, qui est véritablement rattaché à l'Angleterre à ce moment, mais aussi compliqué à l'extérieur, la faute au déclenchement d'un nouveau conflit contre la France, qui ne rapporte presque rien à l'Angleterre, tout en coûtant très cher au budget royal. Notons également que c'est durant ce règne que se développent véritablement les prémices de la marine anglaise. Henri VIII met en place une flotte permanente bien plus importante, ainsi que les infrastructures nécessaires à son fonctionnement, afin de contrecarrer le développement de la flotte écossaise. Pour ça, il profite de l'argent gagné par la dissolution des monastères. C'est là les débuts de la Royal Navy. Édouard VI n'a que 9 ans lorsqu'il succède à son père. C'est alors la noblesse qui prend les rênes du conseil royal, et avec lui, celle du pays. Né d'un mariage jugé illégal par l'Église catholique, le jeune roi anglais est par extension illégitime au trône aux yeux du pape. En ce sens, il est logique que le conflit théologique entre les deux hommes se poursuive. Et justement, le règne d'Édouard VI s'illustre par une avancée toujours plus intense vers le protestantisme. On fait interdire les processions et la prêche, interdire les pèlerinages, interdire de prier les reliques, interdire les tableaux et les vitraux qui pourraient faire penser à une idole. Désormais, l'Angleterre a un roi, Édouard VI, une foi, la religion du roi, et une loi, la Common Law. Londres devient, aux côtés du Wittenberg et de Genève, l'une des capitales de la Réforme, là où réside le plus puissant souverain protestant et où viennent se réfugier les Français, Polonais, Wallons et Italiens qui fuient l'Église romaine.
Bien que court, le règne d'Édouard VI n'en est pas moins agité. Deux révoltes importantes éclatent en 1549 à l'ouest et à l'est du pays, tantôt pour des revendications religieuses et tantôt pour des revendications économiques, qui trouvent leurs origines dans l'énorme inflation, plus de 400% en un siècle, et la pression démographique croissante. Si ces révoltes sont écrasées, la situation extérieure se détériore également. La France déclare la guerre à l'Angleterre en 1549 et récupère Boulogne, tandis que le roi de France parvient à obtenir un mariage entre son fils et la reine d'Écosse. Le roi tombe finalement malade en 1553, puis s'éteint, laissant sa place sur le trône à sa demi-sœur, Marie Tudor. Or, celle-ci est catholique. Son règne de 5 ans s'illustre par un retour en arrière. On abolit les décisions religieuses prises par son prédécesseur et décrète le premier mariage d'Henri VIII comme le seul étant valable. Pire encore, la reine épouse le futur Philippe II en 1554, l'héritier de Charles Quint. Un cardinal est même envoyé en Angleterre par le pape, ce qui signifie le retour du royaume au catholicisme. Cela est suivi par l'arrestation et le massacre de plus de 200 protestants anglais. Malheureusement pour les catholiques, la reine ne parvient pas à avoir d'héritier. La succession devra donc aller soit à sa demi-sœur protestante, Élisabeth, soit à la reine d'Écosse Marie Stuart, qui est l'arrière-petite-fille d'Henri VII, mais dont le mariage avec le dauphin de France est déjà acté, ce qui supprime de fait ce choix, puisque l'Angleterre est à ce moment en guerre aux côtés de l'Espagne contre la France. Guerre au cours de laquelle elle perd d'ailleurs son dernier appui sur le continent, la ville de Calais. Lorsque la reine meurt finalement en 1558, c'est donc tout naturellement que la première lui succède. Élisabeth hérite d'un royaume affaibli, d'abord intérieurement par les luttes politiques et religieuses, mais aussi et surtout extérieurement. La chute de Calais met un point final à l'espoir de pouvoir un jour remettre sur pied un grand empire continental anglais, tandis que l'Écosse semble tomber toujours plus entre les bras de la France. Tout cela sans oublier que l'Angleterre ne s'est toujours pas engagée dans la course au Nouveau Monde. L'expédition de Jean Cabot est restée sans lendemain, tandis que l'Espagne et le Portugal se sont jalousement accaparés ces terres et en tirent un revenu immense. En bref, l'Angleterre est à ce moment bien loin de pouvoir rivaliser avec l'empire de Philippe II ou la France d'Henri II. Mais la reine Élisabeth se montre très efficace. Au cours de son règne, elle règle les problèmes religieux en renforçant l'anglicanisme et gouverne son pays de façon autoritaire tout en faisant régulièrement appel au Parlement. En ce sens, elle ne se marie d'ailleurs pas et ne s'encombre donc pas d'un roi. Ainsi, dès le début de son règne, la reine met un terme à la débâcle extérieure en faisant la paix avec la France, dès 1559, et parvient à freiner l'inflation galopante de la monnaie anglaise, ce qui est accompagné par une succession de bonnes récoltes jusqu'au milieu des années 1580. Mieux encore, elle soutient les réformateurs écossais, ce qui lui permet de renforcer l'influence anglaise chez son voisin, et ce jusqu'à pousser la reine écossaise, Marie Stuart, à abdiquer, laissant la place à son fils, Jacques VI, avant de venir s'exiler en Angleterre. Élisabeth Ier exploite également l'affaiblissement de ses puissants voisins afin d'éviter que l'un ou l'autre ne devienne une puissance hégémonique en Europe. Dès le départ, elle soutient les Huguenots français lors des guerres de religion, mais surtout, l'Angleterre se rapproche des provinces protestantes des Pays-Bas en révolte contre le roi espagnol. Si bien qu'en décembre 1568, les Anglais se saisissent des navires transportant la solde des soldats espagnols qui combattent les insurgés. Puis, les Anglais commencent à s'attaquer massivement aux vaisseaux de Philippe II par le biais des corsaires. Les routes maritimes entre les Antilles, la Nouvelle-Espagne et la péninsule ibérique sont dès 1568 continuellement la cible des pirates mandatés par la couronne anglaise. Le conflit devient officiel à partir de 1584, lorsqu'Élisabeth Ier signe un traité d'assistance avec les révoltés néerlandais. Alors que la reine apprend les préparatifs espagnols d'une invasion de grande envergure des îles britanniques, elle envoie en 1587 le corsaire Francis Drake, qui est d'ailleurs rentré d'un tour du monde quelques années auparavant, s'attaquer au port espagnol, si bien qu'il parvient à occuper celui de Cadix, l'un des plus importants, et à écouler plusieurs dizaines de navires ennemis. L'humiliation est totale pour les Espagnols.
Mais le retour de bâton ne se fait pas attendre. En mai 1588, la plus grande flotte de son temps quitte Lisbonne en direction des eaux anglaises. 130 navires et 30 000 hommes se préparent à conquérir les îles britanniques. Mais cette invincible armada, mal dirigée, harcelée par les corsaires et victime d'un climat peu clément, rentre bredouille quelques temps plus tard après avoir perdu la moitié de ses vaisseaux et de ses hommes. Prestigieuse et assurée de rester bien en sécurité derrière ses eaux, l'Angleterre est libre de continuer à soutenir militairement et financièrement les révoltés néerlandais jusqu'en 1604 et d'apporter son aide aux huguenots français jusqu'à la fin de la guerre entre Henri IV et Philippe II en 1598. Ce règne mène aussi par extension au développement de la puissance maritime anglaise, mais avant tout par le biais des intérêts privés. Ce n'est pas la Royal Navy qui renforce la présence du royaume sur les mers, mais bien ses puissantes et toutes jeunes compagnies commerciales. La Levant Company est fondée en 1581 et possède le monopole du commerce en Méditerranée orientale, la Barbary Company en 1585, qui profite du monopole du commerce avec le Maroc, l'Eastland Company en 1597, qui jouit du monopole du commerce dans la mer Baltique, et l'East India Company en 1600, qui reçoit le monopole du commerce dans l'océan Indien. La fin du règne d'Élisabeth n'est pas pour autant tout rose. Plus la reine vieillit et plus elle s'éloigne des réalités politiques. Ses principaux conseillers meurent les uns après les autres. L'inflation reprend de plus belle, l'administration centrale devient de plus en plus corrompue et une succession de mauvaises récoltes affaiblissent le pays. Lorsque la reine vierge meurt sans héritier direct en 1603, c'est finalement le roi d'Écosse Jacques VI, lointain descendant d'Henri VII, qui est choisi pour lui succéder. Finalement, c'est non pas par la guerre, mais bien par l'union que l'Angleterre se débarrasse de son dernier et plus coriace ennemi. Toute la Grande-Bretagne est désormais entre les mains d'un roi unique. Après avoir effacé cette dernière menace terrestre, le royaume peut désormais sereinement tourner toute son attention vers les mers. Jacques VI hérite de caisses vides, la faute à la guerre continue contre l'Espagne, et son train de vie luxueux n'arrange rien. Pendant tout son règne, la couronne vit au jour le jour, souvent en déficit, et ne s'en sort qu'à grâce à des emprunts forcés. Cette situation se poursuit aussi sous le règne de son fils, Charles Ier. Cela s'explique simplement. Le roi anglais ne peut lever seul de nouveaux impôts. Il a besoin pour ça de l'aval du Parlement, contrairement au roi de France par exemple, qui est beaucoup plus libre de ses mouvements. Toutefois, cette situation n'empêche pas le souverain de mener une politique extérieure ambitieuse en essayant de se poser comme arbitre des conflits européens. C'est lui qui signe en 1604 le traité de paix avec l'Espagne, ce qui lui permet de restaurer les liens commerciaux avec les Pays-Bas espagnols, débouché important pour le textile anglais. Il ménage aussi les monarchies catholiques pendant son règne. Mais ça ne l'empêche pas d'également se rapprocher des protestants. En 1612, il signe par exemple un traité d'assistance avec l'Union évangélique. Cette coalition protestante allemande, dirigée par l'électeur palatin, créée en réaction aux tensions avec l'empereur du Saint-Empire. Cette politique se poursuit dès 1618, alors que la guerre de 30 ans éclate en Allemagne. Jacques VI aimerait bien soutenir les protestants, mais la situation économique de la couronne ne lui permet pas. Il essaye alors de s'attirer les faveurs espagnoles en cherchant à organiser un mariage avec les Habsbourg, mais cette initiative échoue également. Les choses bougent après la mort du roi, en 1625, puisque son fils, Charles Ier, s'engage véritablement dans le conflit en déclarant la guerre à l'Espagne et à la France. Mais l'Angleterre n'est pas heureuse à la guerre, et le corps expéditionnaire envoyé sur le continent est anéanti, d'autant plus que le Parlement refuse de lever des subsides pour le roi dont les finances ne s'améliorent pas. Les conflits entre le roi et son Parlement rendent finalement la guerre insoutenable, si bien que Charles Ier fait la paix avec la France dès 1629 et avec l'Espagne dès 1630. La dette de la couronne pousse finalement les conseillers royaux à lever des fonds par des moyens presque illégaux. Ils remettent à jour d'anciennes lois féodales qui n'avaient jamais été abolies, bien qu'elles n'étaient plus utilisées depuis longtemps, et élèvent un impôt sans l'aval du Parlement en justifiant celui-ci par une soi-disant situation d'urgence. Cela permet de mettre enfin en place un impôt permanent, le ship money. Résultat, les recettes du roi passent de 600 000 livres par an vers 1630 à environ 900 000 vers 1640.
Enfin, après les découvertes en Amérique, la création de compagnies commerciales et quelques tentatives d'installation infructueuses sous le règne d'Élisabeth, c'est finalement avec les premiers Stuarts que l'histoire coloniale anglaise débute. Celle-ci se concentre à deux endroits, l'Irlande et l'Amérique du Nord. La première est partiellement sous domination anglaise depuis plusieurs décennies maintenant. Mais toute l'île n'est pas soumise et celle-ci est habituée aux révoltes. Pour pallier à ce problème, les Anglais ont pris l'habitude d'y envoyer des colons regroupés dans des plantations. Ils sont plus de 80 000 à Ulster en 1641. Les plantations anglaises en Amérique prennent par la suite la même forme que celles en Irlande. D'ailleurs, c'est dès 1607 qu'une première colonie est installée à Jamestown. Puis, des protestants extrémistes, les puritains, fondent la colonie de Plymouth en 1620. Des marchands fondent aussi des comptoirs à Saint-Christophe, à la Barbade et à Antigua. Mais contrairement aux Néerlandais par exemple, dont les colonies étaient avant tout des comptoirs commerciaux rentables qui s'appuyaient sur la population locale, les Anglais peinent au début à rendre leurs installations rentables, puisque l'Amérique du Nord n'a ni une population indigène importante avec laquelle commercer, comme en Asie, ni des ressources rares, comme dans les Antilles. Ainsi, un peu sans le vouloir, les colonies commerciales anglaises se transforment peu à peu en colonies de peuplement. Entre 1620 et 1642, c'est près de 80 000 Anglais qui abandonnent leur pays pour l'aventure coloniale. Parmi eux, 20 000 partent en Irlande et 60 000 outre-Atlantique. Ça s'explique par plusieurs facteurs. La crise économique qui bâillait l'Europe, la faute aux mauvaises récoltes, et la situation politique troublée par la guerre de 30 ans, qui mène à la baisse d'entrée d'argent liée au commerce. À cela s'ajoute la pauvreté extrême de près de la moitié des paysans anglais, pour lesquels quitter le pays devient une nécessité pour survivre. À tout ça s'ajoute un manque de confiance envers l'avenir de l'Angleterre et les tensions religieuses. Cette immigration est en plus facilitée par les propriétaires de navires qui s'enrichissent en transportant cette marée humaine et qui l'encouragent en envoyant des rabatteurs parcourir la campagne anglaise. N'importe qui peut partir, et s'il n'en a pas les moyens, on lui offre le voyage en échange d'un travail gratuit pendant 7 ans dans la colonie, sorte d'esclavage temporaire. En 1629, c'est un bateau par jour qui quitte les ports anglais pour l'Amérique. Le règne de Charles Ier est très mal perçu par ses sujets. L'Écosse est la première à réagir en se révoltant dès 1638 contre le souverain et en écrasant la troupe anglaise envoyée pour établir l'ordre. Pour répondre à la crise, le roi convoque le Parlement. Celui-ci siégera très longtemps puisqu'il ne sera dispersé que 13 ans plus tard. Rapidement, ce dernier s'en prend au roi et à son entourage, ce à quoi le souverain répond en tentant de faire un coup d'État, mais échoue et est forcé de quitter Londres. C'est le début d'une grave guerre civile. En 1645, le Parlement est à la tête d'une armée de plus de 20 000 hommes, la New Model Army, qui parvient à soumettre le roi avec l'aide des Écossais. Mais malgré tout, le roi de retour à Londres refuse une limitation de ses pouvoirs et l'octroi de nouvelles compétences au Parlement. Il profite pour ça des divisions au sein de la Chambre et de la société anglaise. En 1647, il fuit une nouvelle fois la capitale et parvient à rallier à lui les mécontents et les Écossais. Mais cette tentative se révèle infructueuse et la coalition est écrasée dès l'année suivante. Un parlement très largement épuré vote finalement la mise en place d'une haute cour de justice pour juger le roi, et celle-ci décide de son exécution. Par la suite, dès 1649, les parlementaires radicaux font dissoudre la Chambre des Lords et abolir la monarchie. L'Angleterre devient une république dirigée par un conseil d'État. Celui-ci est très majoritairement soutenu par l'armée parlementaire, la New Model Army. Cette dernière est d'ailleurs envoyée en Irlande afin de pacifier l'île à grands coups de massacres systématiques des populations civiles. Puis elle défait les troupes écossaises qui sont ralliées à Charles II, le successeur de Charles Ier. Les îles britanniques pacifiées, c'est finalement l'homme fort de l'armée et du régime qui en prend la tête, Olivier Cromwell, qui est fait Lord Protecteur d'Angleterre. Il encourage les marchands londoniens dans leur lutte contre le monopole commercial hollandais. Il vote aussi les premiers actes de navigation qui interdisent aux navires étrangers de commercer avec les colonies anglaises.
et remporte une guerre contre les Provinces-Unies qui refusent d'appliquer ceci. Cette victoire est rendue possible par les efforts immenses qui sont faits pour moderniser et agrandir la Royal Navy. Si bien qu'entre 1648 et 1660, la flotte passe d'une trentaine de navires à plus de 150. En parallèle, il fait des traités commerciaux avantageux avec le Danemark, la Suède et le Portugal, et passe même une alliance défensive avec la France de Mazarin. Enfin, on s'empare même de la Jamaïque, qui était jusqu'alors une possession espagnole. Cromwell dirige alors le pays d'une main de fer. Le Parlement lui offre même la couronne qu'il refuse. Mais lorsqu'il meurt en 1658, son régime ne lui survit pas, et l'armée écossaise descend progressivement jusqu'à Londres avant que Charles II ne récupère son trône. Prudent, le roi annonce une amnistie collective et se dédouane des problèmes politiques et religieux en plaçant ceux-ci sous la direction d'un parlement spécifique. Le roi suit aussi la ligne diplomatique de Cromwell, en adoptant une attitude hostile envers les Provinces-Unies et l'Espagne. Il adopte même un nouvel acte de navigation en 1660 pour entraver le commerce hollandais, ce qui aboutit sur un nouveau conflit entre les deux pays. Mais l'Angleterre souffre. Elle peine à s'imposer sur les mers, tandis qu'elle est touchée par une épidémie de peste qui fait plus de 60 000 morts, et un incendie qui ravage Londres et fait plus de 100 000 sans-abri. De plus, le roi est toujours dépendant du Parlement, puisque les dépenses générées par la cour, l'armée, la marine et les colonies dépassent toujours les revenus de la couronne. Les ambitions françaises poussent finalement le roi à faire la paix avec les Néerlandais en 1667. Les Anglais récupèrent les colonies d'Amérique du Nord, et les Provinces-Unies, celles du Sud et d'Asie de l'Est. Ce après quoi Charles II lève une coalition européenne avec la Suède et les Néerlandais pour forcer Louis XIV à faire la paix avec l'Espagne. Bref, le roi est incapable de véritablement s'imposer à l'extérieur, souffre de graves crises à l'intérieur et doit toujours se reposer sur le Parlement. Après 1668, il fait marche arrière et décide de se rapprocher de la France pour s'en prendre aux Provinces-Unies. Ce en échange de quoi, il reçoit des subsides importants et promet de se convertir au catholicisme. C'est un nouvel échec. Le Parlement s'y oppose et la couronne fait même banqueroute en 1672. La situation politique du pays ne s'améliore pas par la suite. Une partie des parlementaires fomente même un complot pour faire assassiner le roi et son frère. Celui-ci échoue et mène à l'exécution de plusieurs républicains anglais. À sa mort en 1185, Charles II se convertit au catholicisme et laisse son trône à son frère cadet, Jacques II, qui est lui aussi catholique. Jacques II est sans aucun doute un homme efficace. Avant d'arriver au pouvoir, il a participé à la mise en place de plusieurs réformes importantes en Angleterre, il a été gouverneur de la Royal African Company et a soutenu le conflit contre les Hollandais. C'est pourquoi la Nouvelle-Amsterdam a été renommée New York, en son honneur, puisqu'il était duc d'York à ce moment. Mais voilà, il y a deux ombres à ce tableau. D'abord, il est catholique, ce qui passe très mal pour une partie de l'élite protestante. Et aussi, il est trop proche de la France. Si bien que pendant son exil sous la République, il s'est engagé dans l'armée française et a servi sous le maréchal Turenne. Son arrivée au pouvoir est d'ailleurs accueillie par deux soulèvements protestants, l'un en Écosse et l'autre en Angleterre. Mais le roi va dans le sens du Parlement et rappelle son attachement à l'église anglicane, ce qui lui permet d'obtenir les financements nécessaires pour mater ses révoltes. Mais voilà, galvanisé par ses victoires, il tente de faire annuler les législations pénales à l'encontre des catholiques, donne des places de choix à des nobles catholiques dans l'armée et au sein du conseil, et entre en conflit avec le Parlement sur ces sujets. L'élite anglicane, déjà hostile au souverain, abandonne toute idée de négociation lorsque le fils de Jacques II naît en 1688. On ne peut pas accepter la mise en place d'une nouvelle dynastie catholique. On décide alors de se trouver un nouveau roi, et un homme se démarque tout particulièrement pour cette tâche. Guillaume d'Orange-Nassau, qui est à la tête des Provinces-Unies et est le numéro 2 dans l'ordre de succession de Charles II, d'autant plus qu'il a épousé la fille de Jacques II. Autrement dit, si le roi anglais venait à être écarté du trône, c'est lui qui devrait en hériter. Et cela tombe d'autant mieux que Guillaume est protestant, qui dirige un État où le Parlement a déjà des pouvoirs très élargis, État où il n'est d'ailleurs pas roi, puisque les Provinces-Unies sont une république, il est simplement l'homme fort du régime, et que ce pays est farouchement adversaire de la France.
L'avoir sur le trône permettrait donc un rapprochement et une potentielle alliance contre l'agressif Louis XIV. Finalement, les élites anglaises l'encouragent à venir se saisir de la couronne, et il s'exécute en débarquant à Torbay en novembre 1688 avec ses troupes, provoquant la fuite de Jacques II en France presque sans affrontement. Le compromis est alors simple entre le nouveau souverain et les élites. L'Angleterre soutiendra les efforts de guerre contre la France, et en échange, Guillaume III n'interférera pas excessivement dans les affaires anglaises. D'ailleurs, on signe dès 1689 le Bill of Rights, qui transforme le Parlement en une institution permanente. Désormais, ce ne sera plus aux rois anglais de faire appel à celui-ci lorsqu'ils en ont besoin, mais ils devront toujours gouverner avec lui. En échange, le Parlement double la fiscalité dans le pays afin de lever une armée qui dépasse les 100 000 hommes. Les impôts ne suffisent évidemment pas à combler le déficit lié au coût de la guerre contre Louis XIV, mais la création de la Banque d'Angleterre en 1694 permet d'éviter la banqueroute. D'un autre côté, c'est la marine qui bénéficie grandement de cette nouvelle fiscalité et des emprunts nombreux. En 1702, elle compte plus de 270 navires. C'est près de 120 de plus que sous le protectorat de Cromwell. Avec un tel arsenal, l'Angleterre devient véritablement la première puissance navale d'Europe, devant les Provinces-Unies et l'Espagne. Et cette orientation est une nécessité. Bien sûr, dans un premier temps pour défendre la Grande-Bretagne elle-même, bien que l'île ne soit pas vraiment menacée, mais surtout pour défendre le vaste empire colonial qui est en train de se développer outre-mer et qui stimule le commerce anglais. Les colonies ont commencé à pulluler en Amérique du Nord au XVIIe siècle. Celles-ci sont souvent soit dues à des initiatives de certains groupes religieux, soit dues à des initiatives privées, ce qu'on appelle des colonies de propriétaires. En gros, un personnage influent ou un groupe obtient du roi un certain territoire où il est le maître absolu, et où celui-ci fait généralement venir des colons afin de faire fructifier sa fortune via la fiscalité. Les colons anglais se frayent aussi un chemin dans les Antilles, pourtant sous la domination incontestée des Espagnols. Plusieurs îles sont alors occupées et défendues par les Anglais, et celles-ci se révèlent très rentables grâce aux plantations de canne à sucre et à la contrebande. L'Inde devient aussi un marché attirant pour les Anglais. Ceux-ci auraient bien aimé s'installer en Indonésie, mais l'endroit était déjà occupé par les Portugais et les Hollandais. C'est pourquoi on se rabat sur le continent indien. La diplomatie menée par la East India Company permet aux marchands anglais de s'installer, avec l'accord des pouvoirs locaux, dans plusieurs comptoirs commerciaux de la région. Rapidement, la compagnie cesse d'être simplement un outil commercial et obtient le droit de battre monnaie, d'engager des soldats, d'armer des navires, d'ouvrir des tribunaux, de faire la guerre et de conclure des traités avec les peuples non chrétiens. En bref, à la fin de la guerre de succession d'Espagne en 1714, qui coûte d'ailleurs très cher aux finances, mais permet aux Anglais de s'emparer de l'Acadie au Canada et de Gibraltar et Minorque en Europe, ainsi que de certains avantages commerciaux, la perfide Albion est présente partout autour du globe, tandis que ses marchands n'hésitent pas à commercer jusqu'en Chine. C'est là le début de la domination britannique sur les océans, qui préfigure sa future domination sur le monde, ce que nous verrons dans le prochain épisode. Au lendemain de la guerre de succession d'Espagne, la Grande-Bretagne est véritablement devenue une grande puissance européenne, en plus d'être une puissance mondiale. C'est elle qui a amorcé et dirigé les négociations de paix, et c'est elle la grande vainqueur des traités. De plus, la Grande-Bretagne est enfin unie en un seul royaume par la réunion de l'Écosse et de l'Angleterre en une seule entité en 1707. La fin de la guerre amène aussi un autre changement. La reine Anne, qui a hérité de la couronne après la mort de son mari Guillaume III, meurt en 1714. Elle est la dernière souveraine de la dynastie Stuart, laissant la place à l'arrivée de rois allemands sur le trône. Présente partout, influente en Europe et en Amérique, dotée d'une flotte capable d'écraser n'importe lequel de ses concurrents, la Grande-Bretagne est désormais prête à s'engager dans sa conquête du monde, qui la mènera à devenir l'une des premières superpuissances de notre histoire. Nous verrons tout ça très bientôt. Si vous ne voulez pas rater la suite, abonnez-vous, vous m'aiderez en plus à m'approcher de mon objectif des 100 000 abonnés. Encore une fois, merci aux généreux donateurs qui soutiennent la chaîne, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode d'Histoire.